La France connaît une dégradation continue de ses comptes extérieurs depuis plus de 15 ans. Le déficit de sa balance des paiements oscille depuis 2007 autour de 1% du PIB, quand l'excédent voisinait, voire dépassait 3% du PIB à la fin des années 90. En vérité, en dépit des cris d'alarme, la dégradation est plutôt contenue. Et c'est le point de référence des années 90 qui fait plutôt figure d'exception au regard de la longue période. Il n'en reste pas moins qu'un pays qui accumule des déficits à l'égard de l'étranger est a priori un pays qui se met en état de dépendance financière à l'égard du reste du monde. Ce passif est porté par les agents résidents, l'État, les entreprises, les ménages, les banques. À la longue, la dégradation de la position financière vis-à-vis du reste du monde peut faire problème et fragiliser une économie. Elle l'expose à un risque de liquidité doublé d'un risque de change. La France se rapproche-t-elle aujourd'hui d'une zone rouge en s'installant dans un déficit de nature structurelle? Première remarque, la France est un pays déficitaire dans une zone euro globalement super excédentaire. Cela ne la protège pas de tout risque, on l'a vu avec la crise des spreads européens. Mais il faut pour cela qu'un signal de risque fort soit identifié sur les banques, sur l'État, sur les entreprises ou les ménages. La France est encore loin de cette situation. Aucun de ses agents ne se caractérise par un niveau d'endettement atypique au regard de la moyenne des pays développés. Et la position extérieure nette de la France, c'est-à-dire la différence entre ses actifs sur le reste du monde et ses passifs, demeure dans une zone considérée comme non risquée par les organismes internationaux. Seconde remarque, la France n'est pas la seule dans cette situation de déficit structurel. Comparons le déficit des transactions courantes moyen sur la décennie 2007-2016. Qu'y trouve-t-on dans les 15 plus lourds déficits de l'OCDE? D'abord, des économies qui ont fait l'objet d'une forte attractivité des capitaux étrangers, surfinancées par le reste du monde donc. Les économies du sud de l'Europe, qui ont explosé en vol, et celles de l'Est, qui attirent pour leurs faibles coûts et leur basse fiscalité. Mais l'on trouve aussi des économies anglo-saxonnes, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni. Leur présence dans les tréfonds du classement, bien en deçà de la France, est riche d'enseignements. 1. Il n'y a pas de lien immédiat et automatique entre le système fiscal ou réglementaire et la performance extérieure. Les pays cités sont des modèles de flexibilité et de modération fiscale. 2. Il n'y a pas davantage corrélation entre leur positionnement technologique ou leur leadership en matière d'innovation et leur performance. En témoigne le cas américain qui héberge, du moins sur le papier, les nouveaux maîtres du monde que sont les GAFA. 3. Il n'y a pas nécessairement corrélation entre ces déficits, parfois lourds, et leur position extérieure nette. Les pays dépensent plus qu'ils ne produisent, mais la qualité et la valorisation des actifs qu'ils acquièrent sur le reste du monde fait plus que compenser la montée de leur endettement. Ces pays bénéficient en quelque sorte de l'effet de levier. Leur endettement à taux faible leur permet d'acquérir des actifs à haut rendement et à forte plus-value. En témoignent les cas du Canada ou du Royaume-Uni notamment. 4. Ces économies ont pour point commun d'être beaucoup plus tertiarisées que les autres. Désindustrialisées, diront d'autres, avec moins de 12% de valeur ajoutée manufacturière. Elles pointent en bas du classement des pays de l'OCDE. Ce sont des économies de réseau monde, dans lesquelles les flux intragroupes, dématérialisés, souvent mal repérés, mal facturés, jouent un rôle clé dans leur déploiement à l'international. Pour ces économies, une seule chose est claire. Le déficit que l'on repère sur le périmètre des agents opérant depuis le territoire ne dit pas grand-chose de leur compétitivité réelle.